Merci. Philippe Riefmann. Oui, moi, je fais un petit peu des remarques et puis d'autres questions, parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets là, qui sont abordés, qui vont d'un durcissement des systèmes de protection naturels en situation de crise, situation complexe, et avec effectivement aujourd'hui le fonctionnement des nouvelles technologies, les questions de sécurité interne, de protection Internet. Moi, je voudrais quand même vous poser notamment, Colonel Durin et à Yves, deux questions. En termes de cyberguerre, vous avez dit qu'effectivement, il était assez flou, et vous aussi. Moi, ce que j'ai retenu de ce que vous disiez, c'est trois choses. D'abord, la comparaison avec le terrorisme, effectivement, donc on n'est jamais arrivé à avoir des conventions internationales, de le définir en termes de droit. Donc, est-ce qu'il faut penser qu'on va vers ça? Ou si j'ai compris ce que vous disiez, l'autre volet qui est que finalement la différence avec le terroriste, là, c'est que ce n'est pas des tout petits groupes et qu'il faut avoir quand même une puissance industrielle derrière pour mener un certain nombre d'attaques. Si c'est ça, à ce moment-là, si c'est plutôt cette option-là, sans entrer dans des considérations techniques, c'est pas tellement le droit international humanitaire qui s'applique que le droit international de façon générale, en considérant qu'à ce moment-là, de la même manière que, par exemple, un blocus maritime, un embargo économique, l'utilisation de l'arme économique peut être considérée en droit international comme une arme de guerre. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, on n'a pas les ressources en droit international là-dessus, à condition, effectivement, ce que vous avez dit tous les deux, d'établir les responsabilités? Et la seconde question, c'est défi pour l'humanitaire, et en termes, effectivement, c'est les conséquences humanitaires que peuvent avoir ce type d'attaque, à la fois en termes, effectivement, de respect du DIH, mais même si on reprend l'exemple que vous citiez de l'Estonie, si l'attaque s'était poursuivie, si ça aboutit à la déstabilisation complète d'un pays, la paralysie économique, donc à une crise majeure aussi pour les populations, là on est dans une situation, effectivement, où l'attaque conduit à des conséquences humanitaires. Donc là, effectivement, le DIH s'applique, et de façon plus générale, tous les principes humanitaires. Donc c'est un petit peu sous ces deux angles-là, parce que j'ai l'impression qu'on brasse beaucoup de sujets. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir vos points de vue sous ces deux angles-là. Nathalie Durin et ensuite Yves Sandou. Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question. Le premier aspect, avec le lien avec le terrorisme, alors certes, on peut faire un parallèle, puisqu'effectivement, il n'y a jamais eu on n'est jamais réussi à se mettre d'accord sur une définition concernant le terrorisme. Et donc, est-ce que ça va mener à la même conséquence, c'est-à-dire l'impossibilité d'adopter des textes juridiquement contraignants? La petite différence quand même que je verrais, c'est que le terrorisme, le débat qui se pose encore, c'est sa légitimité ou sa légitimité en tant que moyen de combat. Alors que le cyber, et je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus, est considéré comme un moyen de combat comme un autre, comme une option comme une autre, et pose moins de difficultés que les actions terroristes. Donc effectivement, il faut encore qu'on règle ces questions de définition, et dans toutes les instances internationales, c'est là-dessus qu'on commence c'est par là qu'on commence à travailler. Et ces questions de définition, on avance quand même assez bien, je trouve, et je pense qu'il y aura une issue plus favorable à la définition de cyberattaque, de cyberopération, je pense plus facilement que dans le domaine du terrorisme. Donc je vois quand même une différence à ce niveau-là. Et le deuxième aspect que vous évoquez, qui est que... Alors je n'ai pas dit que dans tous les cas, c'était forcément des entreprises industrielles organisées et voire étatiques. Je disais que la variété des acteurs était importante, mais qu'il ne fallait pas penser que la spécificité du cyber
était dans l'aspect isolé de l'attaque. Non, on a aussi des attaques qui sont beaucoup plus structurées, avec des auteurs organisés, parfois étatiques. Après, je suis d'accord avec vous, ça ne veut pas dire que parce qu'on a des auteurs organisés étatiques, on a forcément une application du DCA. Non, il y a d'autres critères qui font que... Alors évidemment, si on a des auteurs étatiques et qui mènent une attaque, il faut qu'on ait cette caractérisation de l'attaque, et dans ce cas-là, on a un conflit armé international puisqu'on a un auteur étatique. Mais ce n'est pas le fait qu'on ait des auteurs ou des acteurs organisé, structuré, voire étatique, qu'on a une application du droit des conflits armés. Et on a les autres aspects dont j'ai évoqué tout à l'heure, que j'ai évoqué brièvement tout à l'heure, mais les questions de caractérisation de l'attaque, et alors les différents critères qu'on pourrait se donner sur cette caractérisation de l'attaque, sur est-ce que c'est plus spécifiquement les effets, est-ce que c'est la durée dans le temps, est-ce que c'est l'intensité. Donc voilà, il y a aussi cette question-là qui se pose, mais je ne pense pas que le seul fait d'avoir ces acteurs organisés implique évidemment l'application du DCA. On évoquait justement tout à l'heure les cyber-exercices de l'OTAN. Ça tourne autour un peu de ces questions-là, justement, pour contribuer à travers ces exercices-là, ces cas d'école, à des définitions, à aboutir effectivement à un consensus commun sur des définitions. Alors le travail sur les définitions ne se fait pas dans le cadre des exercices. Je mentionnais tout à l'heure le manuel de Tallinn. C'est un ouvrage, enfin c'est un travail, une étude qui sera publiée au printemps 2013 et qui a été demandé, enfin qui a été menée par le Centre d'excellence de l'OTAN, qui n'est pas un organe de l'OTAN, mais qui est un organe qui travaille pour l'OTAN, et qui visait à établir des définitions dans le domaine de la cyber et à voir quelle était l'applicabilité du droit international. Donc ce travail se fait plus au niveau de cet organe-là, de cette réflexion stratégique et conceptuelle. Par contre, dans les exercices, on fait des choses beaucoup plus concrètes, c'est-à-dire qu'on essaye de rechercher l'imputabilité, d'établir la preuve des attaques, de remonter la source de ces choses-là et de mesurer les effets de certaines attaques. C'est plutôt cet aspect-là des exercices. Et puis c'est aussi la coopération entre États qu'on teste dans l'OTAN, puisque on a parlé tout à l'heure du caractère transfrontière des opérations cyber, ça implique évidemment une coopération entre les États. Et on demande des informations aux autres, on demande une coopération au niveau du renseignement, on demande un échange de données, des bonnes pratiques dans ce domaine-là, et une pratique... qui implique une réactivité très forte. Donc il faut qu'on se forme à réagir vite, à se transférer des informations très vite pour pouvoir réagir à des attaques qui sont elles-mêmes très très rapides. Donc c'est plutôt dans ce sens que les exercices sont menés actuellement. D'accord. Et Sandoz ? Oui, moi je suis content que vous ayez posé cette question du terrorisme, parce que ça m'est assez cher. Je crois qu'il ne faut pas du tout dire, au fond, utilisation du cyberespace, donc terrorisme, ou pas terrorisme. Ça peut l'être ou ça peut ne pas l'être. Et je crois qu'il y a un grand abus de ce terme terroriste. Hein. Il faut faire très attention, parce qu'au fond, dans tous les conflits armés internes, les gouvernements traitent leurs opposants terroristes. C'est une manière de ne pas traiter le problème de fond qui est derrière les actes. Alors, le terrorisme, on ne l'a pas défini, mais on sait très bien ce que c'est quand même. Et ce qui est terroriste, c'est que la cause soit bonne ou mauvaise, indépendamment de la cause, c'est le fait d'avoir des attaques non ciblées. C'est-à-dire de jeter une bombe ici parce qu'on veut la course libre. Enfin, je ne sais pas qu'ils ne vont pas faire ça, mais enfin, c'est vraiment l'attaque non ciblée. Hein. L'attaque non ciblée, on jette une bombe dans un café, donc on touche des civils pour créer la terreur, créer une ambiance de crainte. Ça, c'est du terrorisme. Alors, si vous voulez, ça peut être fait par des moyens cybernétiques ou non. Si vous prenez les attentats du 11 septembre, on a pris un avion civil pour attaquer un objectif civil, en tout cas si on parle des deux tours. Hein. Donc c'est typiquement un acte terroriste. Maintenant, si au lieu de l'avoir fait ainsi, on avait manipulé les systèmes informatiques, on avait provoqué la collision de deux avions, ce serait aussi un acte terroriste. Donc il faut bien voir ce qu'est le terrorisme et ce qu'est l'utilisation du cyberespace qui permet de commettre des actes terroristes, mais qui n'est pas forcément lié à la chose. Il faut bien séparer, disons, les deux notions et ne pas abuser, c'est la tendance qu'on a maintenant, de traiter terroriste
tout opposant pour ne pas parler finalement du problème de fond qui est derrière certaines actions. Le terrorisme n'étant, je m'empresse de le dire, comme je l'ai défini, jamais excusable, même si on défend la meilleure des causes. Je dois être clair là-dessus.